Blogueuse du blog Chérie Onde de Couscous, également ambassadrice Medela. Pour celles qui ont pu voir, j'ai enfin accouché il y a 2 mois d'un petit Sohan et vous savez, pour la plupart qui me suivent, mon désir qui était d'allaiter malgré le fait que mon fils se soit fait opérer. Voilà, c'était un projet qui me tenait fortement à cœur. L'allaitement a démarré et se passe plutôt bien, mais j'ai toujours des petites questions. Comme beaucoup d'entre vous, beaucoup m'ont posé des questions lorsque j'ai invité à poser des questions sur mon compte Instagram avec Carole. Bonjour. Du coup, j'ai pas mal de questions qui me sont personnelles, mais aussi des questions que je vais poser, que j'ai pu recueillir sur mon compte Instagram de maman allaitante. Voilà. Et moi, je suis Carole Hervé, je suis consultante en lactation, j'exerce en libéral. Et je suis ravie de répondre à vos questions à l'occasion. Alors, du coup, moi, mon démarrage d'allaitement, ça a été, on va dire, très bien. Enfin, très bien dans le sens où j'ai eu un bébé qui a très bien intégré dès le début. C'est juste les conditions qui n'étaient pas optimales parce que du coup, il s'est fait opérer et j'ai été souvent séparée de lui, qui s'est fait opérer, qui est parti en réanimation, que pendant 2 jours, j'ai pu tirer mon lait pour maintenir ma lactation et j'ai pu me rappeler mon lait avec la seringue. Enfin, un système de dispositif à l'allaitement. Oui, une seringue et un petit tube. Voilà, exactement. Très bien. Parfois, dans le doigt. Mais du coup, voilà, même si le démarrage s'est plutôt bien passé, j'ai eu quand même pas mal de petits soucis de maman allaitante que vous rencontrez. Bien sûr. Dont une mastite. J'ai une mastite qui est survenue, on va dire 2 semaines après. Pourtant, j'avais l'impression d'assez bien drainer mes seins parce que du coup, il se mettait tout le temps au sein. Donc c'était hyper douloureux et les deux, le mamelon était hyper sensible dès qu'il t'était, ça me faisait horriblement mal, mais bon, fallait qu'il t'aide parce que voilà. Et du coup, je voulais savoir quelles sont les causes du coup de la résidue massif, alors que pourtant j'avais l'impression de bien drainer mes seins, et comment l'éviter. Oui, très bien. Alors, déjà bravo parce que tu nous as donné quelques petits détails de ton parcours et en fait tu montres à quel point les mamans ont des ressources, à quel point les mamans sont fortes et même si le démarrage est fragile ou fragilisé par un contexte médical, parce que tu as été séparée de ton bébé, parce que tu as démarré ton allaitement avec un tire-lait, ce qui n'est pas spécialement ce qu'on a envie de faire au tout début. Déjà c'est vraiment super, c'est très courageux et tu nous montres aussi avec un exemple où tu as l'air assez détendu comme ça, qu'on peut y arriver. Bien sûr, c'était vraiment un désir, un projet, voilà, c'était dès qu'on m'a demandé à l'hôpital, lorsque j'ai accouché, quel est votre projet de naissance, j'ai dit je veux allaiter. J'ai dit c'est mon projet à moi et ils ont rigolé en me disant c'est un projet comme un autre. Je dis mais non, j'y tiens vraiment pour le coup, je veux que ça fonctionne, je veux que ça dure sur le long terme et ils m'ont dit de toute façon, vu ce qui va lui arriver, ce sera la meilleure des choses que vous pouvez lui apporter cadeau, comme cadeau et au-delà de le nourrir, c'est pas. C'est même un médicament en soi. Voilà, c'est ça. Comme ça. Exactement. Puis on sent à quel point la détermination d'une mère peut réellement aider à j'étais plus que déterminée. Et ça m'a aidé aussi à tenir en fait pendant toute la durée de son hospitalisation. En fait, j'avais un objectif, c'était une connexion lactée avec lui, donner le meilleur de moi, etc. Il fallait pas que je baisse les bras, il fallait que je m'accroche, c'était pour lui. Donc et tu vois, cette détermination, c'est vraiment précieux, ça a été sans doute central dans tes facteurs de réussite aujourd'hui. Et en même temps, tu m'as glissé tout à l'heure que tu es maman d'un autre enfant. Oui. Et quel âge a-t-il? Il y a 2 ans et demi. Voilà. Et là, tu me cites quelques petits facteurs de risque de développer une mastite. C'est-à-dire une grande fatigue en fait. Un petit peu de stress à la naissance. En fait, quand il est né, je suis restée, on va dire, il y a eu 2 semaines d'hospitalisation où en fait j'ai pas du tout ressenti les problèmes liés à un post-accouchement. En fait, mon corps il s'est conditionné à ne laisser transparaître aucune signe de faiblesse. C'est-à-dire, je dormais peut-être 1 heure hachée, j'étais fatiguée, mais je le sentais pas parce que j'avais l'adrénaline de lui. Et en fait, la mastite est survenue quand je suis rentrée à la maison. Du coup, quand toute la pression est redescendue, donc j'étais très fatiguée, mais bon, j'essayais de me reposer, et c'est là qu'elle est survenue.
Alors que... Et en même temps, ton grand avait besoin de toi, et forcément, tu t'en occupais un petit peu. Exactement. Et parfois, on a ce petit degré de fatigue supplémentaire. On ne s'écoute pas nécessairement, et ton corps va se concentrer beaucoup sur les seins à ce moment-là, et t'envoyer un petit signal d'alerte pour te dire hey, fais-en un petit peu moins. D'accord. Mais quand on est maman, alors ça peut jouer. La mastite est essentiellement due à un défaut de drainage. C'est-à-dire que tu drainais autant que tu pouvais, mais parfois il manque un tout petit peu, ce petit plus qui fait que ton corps vraiment est dans une fluidité. Et si on associe à ça de la fatigue, parfois l'association avec des lésions, des mamans vont avoir des crevasses, il va y avoir des petites bactéries qui se créent là-dedans, ou alors des mamans qui vont dormir avec un soutien-gorge ou dormir sur le ventre. Et souvent c'est un contexte de un drainage qui n'est pas optimal. Donc un bébé qui démarre, il est encore un petit peu maladroit, un petit peu malhabile, et puis tu as aussi utilisé le tire-lait, et peut-être que la transition était un peu trop rapide, peut-être que tu as utilisé le tire-lait abondamment, et puis ça y est, Sohan est là, lui il va téter, et Sohan n'était encore pas complètement capable de bien drainer les seins. Parce que le tire-lait, je l'avais utilisé peut-être quelques jours avant en fait, que la survenue de la mastite. Et tu vois, peut-être qu'en transition, pour faire une transition douce, j'aime beaucoup les transitions en douceur, globalement, il aurait été pertinent, et après on ne sait pas, de garder quelques sessions de tirage, peut-être après certaines tétées, ou en tout cas, surtout, d'écouter tes seins. Ah tiens, à la fin de la tétée, tu le sais, quand il a tété, tu sais que le sein est plus souple. Mais là, il reste une petite tension. Donc, soit à la main, tu accompagnes le geste et tu enlèves un petit plus, ou alors, éventuellement, on utilise le tire-lait. Et les études nous disent que quand une maman fait du tir-allaitement exclusif, même avec une très bonne machine, même avec une habitude, ça génère nécessairement, habituellement une fatigue. Et elles sont, je crois, 6 fois plus à risque de développer une mastite que quand le bébé est avec elle. Et une maman qui a 2 jeunes enfants, un grand de 2 ans et des poussières, c'est encore un petit. Il est dans le beaucoup d'attention pour l'arrivée de son frère. Ça faisait 2 semaines que je l'avais presque pas vu parce que j'étais avec de l'excitation. Et puis tu avais aussi besoin d'être avec lui aussi. Oui. Donc il avait besoin de maman, tu avais besoin d'être avec lui. Donc je vais peut-être pas me faire une grande sieste là maintenant, et puis je vais peut-être ranger un peu la maison. Exactement. Je profitais lui dès qu'il dormait parce que je l'avais pas vu. Alors qu'à l'hôpital, c'est vrai que j'étais H24 avec lui, donc il était limite collé à moi tout le temps. Et ce qui était super, c'était bénéfique à mon cœur. Donc tu vois, ça c'est des facteurs précurseurs. Entre nous, la mastite, ça arrive à en classique. On appelle ça des petits bobos. Par contre, c'est très violent. J'ai eu de la fièvre. Ça peut nous coucher. Et alors, les symptômes d'une mastite, ça ressemble. En fait, on a l'impression d'avoir attrapé la grippe. Exactement. On a de la fièvre, on a des courbatures, on est profondément fatigué. Et le meilleur remède, c'est faire téter bébé et dormir. Et dormir en étant allongé. Et puis, parfois, certaines personnes vont un peu alléger leur repas et faire un peu comme quand ils traitent une grippe, prendre des bouillons, des soupes, pas mal de liquide. Il y a des gens qui disent on va pas trop donner de liquide parce que la maman a une mastite. Bien au contraire, on a besoin de fluidifier tout ça. Faire téter, dormir, mettre du chaud pour essayer de drainer, de favoriser l'écoulement, et puis prendre des antalgiques si c'est trop douloureux. Et si un épisode de fièvre survient, qu'il est d'emblée très violent, ou alors qu'il ne passe pas au-delà de 24 heures, là on fait appel à son médecin. Parce que la mastite peut être accompagnée d'une petite bactérie qui est tenace, et le médecin va vous proposer un antibiotique qui sera compatible avec la maison. Ok, très bien. Du coup, je sais pas comment mais j'avais pris des médicaments, c'est pas prends soin de toi. 24 heures. On a besoin d'un village, on a besoin de toute une communauté de gens qui t'amènent des petits plats, qui font des choses pour toi. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit bizarre, j'avais une sensation, et les deux en fait, il y en avait un qui me faisait très mal. Mais les deux étaient un petit peu affectés directement. Tu avais très très bien installé une lactation optimale, puis après tu avais ton partenaire qui avait des besoins qui n'étaient pas exactement corrélés à la quantité de lait que ton corps avait été entraîné à produire. Donc cette adaptation a pu créer un embouteillage. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça aidera certains d'entre vous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des mastites aussi. Alors, enfin, moi j'ai un REF, donc dans un réflexe d'éjection. C'est-à-dire du lait coule très vite dans la bouche de ce petit homme. Et du coup, il y en avait beaucoup au bout de 2-3 semaines, donc je sais qu'il faut que l'allaitement se mette en place. Là, c'est revenu. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ça sort très vite. Et des fois, il se retire, il se met à hurler parce que
je pense que ça lui fait mal, il n'arrive pas à boire, ça va trop vite. Du coup, je voulais savoir quelles sont les solutions justement pour... Alors, le réflexe d'éjection fort, ce n'est pas un problème en soi. C'est la manière dont tu délivres ton lait. Et souvent, j'ai tendance à dire que pour éjecter du lait, on a besoin d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et donc, quelque part, ça veut dire que tu aimes tellement fort ton fils que ça coule tout seul. Mais ça coule en mode Karcher. Ah oui, non, mais et je l'ai entendu téter tout à l'heure, et réellement, et on n'a pas besoin de... Alors, c'est assez caractéristique qu'une maman qui a un réflexe d'éjection fort, lorsqu'elle va mettre son bébé au sein, elle sort à l'ange, elle sort une serviette, il est là. parce qu'elle sait que ça va peut-être déborder un petit peu. Et puis, c'est un bébé qui va peut-être faire pas mal de bruit. Certaines mamans vont même dégrafer le soutien-gorge, et il y a un grand jet qui peut faire 1 mètre et qui va aller arroser la pièce. C'est pas toujours très agréable à vivre. Et en fait, le réflexe d'éjection forte, donc ce n'est pas un problème. Certaines personnes pensent que ça toucherait une femme sur 2, et c'est pas un problème. Les grand-mères diraient que tu produis bien du lait, c'est super. Voilà. Chez certaines personnes, c'est associé à une hyperlactation. Alors une hyperlactation, c'est produire entre 200 et 400 ml de lait en trop par rapport aux besoins du bébé. Là, tu as un bébé qui prend bien du poids, tu me disais, il prend bien plus d'1 kilo par mois, c'est parfait. Mais quand on a une hyperlactation, on a facilement un bébé qui prend 2 kilos par mois. D'accord. Et donc, il reçoit du lait, il est karcherisé. Et en plus, il y en a, et ça coule, et ça coule, et ça coule, et c'est pas très agréable. Donc d'abord, on essaie de travailler avec la gravité. On essaie même de le mettre au-dessus du sein, puisque si on le met en dessous, tu t'imagines être sous un robinet ouvert, et ça coule, et t'as pas le temps de gérer, et c'est pas très agréable. Donc si on le met au-dessus, déjà, ce sera plus agréable pour lui. D'autre part, parfois, les positions qu'on va utiliser quand on cale la tête du bébé dans le coude, ou quand on le maintient en madone, tu vois, la position de la madone, la position de la madone inversée, et bien là, finalement, on contraint quelque part la tête du bébé. Maintenant, si tu prends le bébé dans l'approche biological nurturing, où tu t'inclines, tu t'installes confortablement, tu prends ton bébé face à toi, tu glisses à la bonne adresse et il est au-dessus du sein, eh bien, il n'y a pas de pression sur sa tête. Et s'il est dérangé à un moment donné, hop, il se retire. Je me souviens d'un bébé qui tournait la tête et ça coulait, et puis il retournait. Et puis, à un certain moment, il se retirait, il avançait et il pinçait le sein avec son cou, avec son menton. Il faisait ça calmait le flot. Et puis, ça c'est très très bien géré. Alors au tout début, le bébé est un petit peu paumé. Souvent, les mamans vont commencer à sentir qu'elles ont un réflexe d'éjection fort aux alentours des 3 semaines du bébé. Quand ça y est, la lactation est abondante. C'était là que ça a commencé. Tu vois, ça peut même être concomitant avec une mastite. Donc tu as une lactation qui est abondante, un bébé qui apprend à gérer, mais au début ça le gêne parce que ça vient un peu trop vite. Donc certaines mamans vont retirer le bébé du sein, faire une pression comme ça, avec la paume des mains pour essayer d'éviter que le jet sorte trop fort. Certaines vont prendre un linge ou se mettre au-dessus d'un évier et elles vont enlever le trop-plein. Et ça, du coup, il faut le faire avant la tétée. On fait comme on peut. Okay. On fait comme on peut. Parce que t'as un bébé qui hurle, il a très envie de téter, et là tu te dis non, chérie, tu vas attendre 5 minutes et je vais enlever le premier jet. Dans la vraie vie, c'est pas évident. Donc tu fais ce que tu peux, tu peux démarrer la tétée, tu peux décider de on fait une pause, vas-y respire. Parfois ces bébés-là vont avoir besoin de faire des rots. Tu lui fais faire un rot, il fait une petite pause, il respire et il va reprendre peut-être le même sein. Et si tu sens que c'est plus agréable pour lui, tu lui donneras le même sein sur plusieurs tétées en veillant à ce que l'autre ne s'engorge pas. Donc ça peut être sur 2 tétées, puis tu vois ce que ça donne avec l'autre. Et finalement, la première fois qu'il tète, ça vient très très vite, et la deuxième fois, ça vient un petit peu moins vite. Donc tu as un bébé qui n'est pas dépendant d'un jet, mais qui va aller téter parce qu'il a aussi besoin de ça. C'est quand ça vient très vite, le bébé reçoit du lait, mais il gère un débit plutôt que d'aller combler son besoin de succion. Il y a des bébés qui sont frustrés. Donc il peut y avoir ça. Certaines mamans ont trouvé qu'il y avait une corrélation entre certains aliments qu'elles consomment et la force du jet. Et chez certaines, ça va être... Alors, clairement, les produits laitiers n'augmentent pas la lactation, mais certaines mamans qui ont identifié un réflexe d'éjection fort chez elles peuvent remarquer que quand elles consomment des produits laitiers, donc mozzarella, glace, beurre, yaourt, lait, enfin tu vois, fromage, plein de choses, eh bien elles consomment des produits laitiers et le jet est très fort. D'accord. Donc elles essayent, ça c'est une petite astuce maison, elles regardent, tiens,
là, mon réflexe d'éjection est très fort, à l'air de gêner mon bébé. Qu'est-ce que j'ai mangé ces derniers jours? Bon, bah, je vais enlever tout ce qui contient ces ingrédients-là et on va voir ce que ça donne. Parfois, c'est les amandes, parfois, c'est le chocolat. Et donc, c'est la maman qui sait. Les amandes, ça peut créer Les amandes, pour le coup, soutiennent la lactation. Ouais, parce que j'en mange pas mal. Mais c'est très bien parce que c'est nourrissant et parce que tu as besoin aussi de carburant. Mais parfois, la consommation d'amandes ou chocolat aux amandes peut augmenter éventuellement ta lactation. Et comme tu as déjà un fort débit, le bébé peut être submergé. Après, ça c'est souvent c'est vraiment, on va individualiser l'approche et on va réellement regarder ce qui se passe chez certaines mamans. Je vais me donner 2-3 indices, mais ça ne suffit pas. Parfois, on va carrément aller jusqu'à faire un drainage total. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on voit avec sa consultante en lactation. D'accord, très bien. Du coup, c'est peut-être lié, en fait. J'ai l'impression qu'il avale beaucoup d'air lorsqu'il tète. Et souvent, je dois le faire roter entre le tété. Donc, est-ce que c'est lié à ça? C'est probablement lié. Ou est-ce que c'est normal que... C'est probablement lié et c'est pas un problème en soi. S'il ne fait pas trop, il va avoir des gaz et voilà, c'est OK. D'accord, OK. Du coup, une autre question aussi qui était aussi revenue lorsque j'avais posé des questions, donc je ne suis pas la seule à avoir ce type de problème. Que faire lorsque le bébé est en pic de croissance et que nos mamans souffrent un petit peu parce que du coup on a un bébé qui est constamment enceinte et nos mamans sont un peu fragilisées parce que du coup... Eh bien, c'est très intéressant ce que tu dis. Les mamans, on banalise énormément la douleur. Certes, on peut tolérer une sensibilité des mamans les jours qui suivent la naissance. Mais un pic de croissance ne devrait pas blesser les mamans. Donc il peut y avoir un défaut dans la succion de ton bébé à ce moment-là. Et ça vaut le coup d'essayer de prendre du recul et de comprendre. Parce qu'on va prendre un autre cas de figure, prends une maman de jumeaux. La maman de jumeaux, elle a donné une tétée et puis l'autre réclame, elle donne une tétée et le premier réclame et elle continue et elle a pas mal. Et elle a pas mal. Donc le nombre de tétées ne va pas amener une sensibilité accrue des mamans. Si tu as mal pendant les jours de pointe, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Peut-être que le bébé est mal positionné. C'est souvent dû à une position un peu maladroite, ça peut être dû à des tensions crâniennes, ça peut être dû à une langue qui n'est pas bien mobile, soit parce que le frein de langue est un peu serré, soit parce que il y a le grand hypoglosse qui est un nerf crânien qui est situé à l'arrière et un petit peu tendu, soit le palais du bébé est un petit peu haut et le bébé a besoin de faire plus d'efforts. Il y a pas mal de paramètres, mais on garde à l'esprit que les douleurs, on peut les tolérer les jours qui suivent la naissance, mais pas par la suite. D'accord. Une autre question qu'on m'a posée sur Instagram. Est-il possible qu'une femme ait difficilement, voire pas du tout, de montée de lait malgré une mise au sein régulière? Oui, ça peut arriver. Alors il y a des montées laiteuses qui sont un petit peu décalées. C'est souvent dû à peut-être des fenêtres d'opportunité qui ont été sautées. C'est-à-dire que si on attend quelques heures avant de mettre le bébé au sein, eh bien la glande mammaire n'a pas été stimulée de manière optimale. Si on a un bébé qui n'est pas très efficace, si on a un bébé qui dort beaucoup, à qui on a donné une tétine ou un biberon, la montée de lait peut être décalée. Après, il y a des paramètres, il y a des facteurs médicaux qui peuvent influencer ce décalage. Ça peut être souvent lié à un diabète, ça peut être lié aussi à une forte hémorragie. Aujourd'hui en France, on sait quand même bien gérer ça. Ça peut être lié à des facteurs hormonaux. Une personne qui souffre du syndrome des ovaires polykystiques peut avoir un décalage dans la mise en route de sa lactation. Mais un décalage ne veut pas dire que la maman n'aura pas de lait. Et puis après, il y a des paramètres physiques. Là, je pensais à une maman qui avait l'impression que sa montée de lait mettait du temps à venir et en réalité, elle a une glande mammaire qui ne s'est pas bien développée. Elle l'a vu comment? C'est moi qui l'ai vu. D'accord. C'est moi qui l'ai observé. C'est pas très. Depuis l'adolescence, elle sentait qu'elle n'avait pas besoin de porter de soutien-gorge parce qu'elle avait peu de poitrine. Elle avait des gammes en surface, mais dessous, il n'y avait quasiment rien. Et c'est assez. C'est spécifique. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Donc, quand il y a un décalage, le médecin va vouloir compléter le bébé et on va essayer de comprendre. Enfin, on demande au médecin quelle quantité de lait le bébé doit recevoir en fonction de son âge. Et puis on va juste compléter avec quelques millilitres, ça peut être 5-7 millilitres à chaque fois, mais pas d'emblée un biberon de 70 à la place d'une tétée. Un biberon à la place d'une tétée, c'est un début de sevrage. Des compléments en plus d'une tétée permettent au bébé d'avoir des forces. Alors ces compléments, ça peut être du lait artificiel, mais ça peut être du lait maternel.
Et donc ça donne des forces au bébé, ça permet d'activer la sécrétion du lait. Okay. Du coup, j'ai aussi quelques questions sur les rythmes de l'allaitement. Oui. Donc là, c'est des questions qu'on m'a posées et il y a aussi quelques questions qui sont à moi. Oui. Dois-je donner le sein systématiquement dès qu'il pleure ou dois-je tenter d'espacer les tétés? Écoute ton cœur. D'accord. Au feeling. Ouais. Alors, espacer les tétés, ça peut être un petit peu risqué chez certains bébés. Et puis, souvent, la maman est tellement connectée à son bébé, spontanément, elle a envie de donner le sein. Et on ne fait pas d'erreur en donnant de l'amour et le sein à son bébé. Et par la suite, le bébé va gagner en maturité. Ce qui est extraordinaire dans la lactation, c'est que ton corps installe un certain volume de lait aux alentours des 3-4 semaines de ton bébé. Et à 6 mois, on est quasiment à la même chose. Mais à 6 mois, le bébé n'a plus le même rythme de tétée. Souvent, on va mettre beaucoup d'attention dans une organisation des tétées, dans la création d'un rythme ou à espacer les tétées. Et finalement, c'est parce que l'enfant va grandir qu'il va de lui-même espacer. D'accord, ok. Donc fais ce que tu veux. Si ça te fait oui d'espacer les tétées et que tout va bien chez ton bébé, c'est ok. Et de toute façon, on pèse ton bébé régulièrement pour s'assurer que la prise de poids est bonne. Si ça fait non, ça fait non. D'accord. Doit-on réveiller un bébé qui dort depuis plus de 3 heures, 4 heures en journée pour lui donner le sein? Je te donne une réponse de Normand. Ça dépend. D'accord. Si c'est un bébé qui est en dessous de son poids de naissance, ça vaut le coup d'être de force de proposition et de lui proposer régulièrement. Si tu as un bébé qui a son bon rythme de croisière, le petit gars qui prend 230 grammes par semaine, la petite fille qui prend 690 grammes par semaine, et que ton bébé dort 4 heures d'affilée, que tu as les seins qui sont ok avec ça, on se laisse vivre. En démarrage d'allaitement, quand il se passe 6-7 heures sans drainage, les seins ne sont pas spécialement d'accord. Est-ce qu'il faut absolument réveiller Ça dépend. Non, ça va dépendre. Mais c'est pas si fréquent que ça. Une fois que le bébé a repris son poids de naissance, qu'il est vif, qu'il devient de plus en plus compétent au sein, on n'a pas spécialement besoin de le réveiller. D'accord. Alors, comme quand on allait, on ne sait jamais combien de millilitres le bébé prend. Ouais. Est-ce que vous savez, un bébé de 2 mois à peu près prend combien de... Oui, à peu près ce qu'il prend vers un mois, c'est-à-dire 750-850 millilitres sur 24 heures. On tout, réparti sur 24 heures. D'accord. Et ce que va regarder la maman, alors la maman va faire peser son bébé à la PMI chez son pédiatre ou chez sa sage-femme éventuellement. Donc ça c'est un premier repère. Elle peut aller sur le site de l'OMS, télécharger les courbes de référence de l'OMS et tracer la courbe de poids de son enfant et voir si le bébé est dans les clous. Donc ça c'est une piste. Une autre piste consiste à regarder ce qui sort. Un bébé qui reçoit dans les 800 ml de lait sur 24 heures, eh bien, il y a quand même du liquide qui sort. Si certaines couches sont sèches, allez hop, on fait plus de tétée. Et on va accompagner le geste de compression mammaire pour relancer un peu la machine. D'accord. Alors j'ai une autre question. Mon bébé de 1 mois et demi réclame beaucoup le sein. Est-ce que c'est parce que je manque de lait ou pas? On se dit tout ça, même quand on a trop de lait. Ouais. 1 mois et demi, ça correspond à éventuellement un petit 6 semaines exactement. Donc là, on est dans le mois et demi. Ça peut être un bébé qui apprend à suivre du regard avec une vraie intention et commencer même à sourire. Ça y est, je reconnais papa, je souris, je reconnais maman, je souris. Et ça, c'est flippant. Maman, rassure-moi, c'est ok de sourire. C'est ok d'avoir cette compétence. Ouais, c'est beaucoup d'émotions qu'ils font eux. Et... c'est un développement, c'est une phase dans son développement neurologique. Et donc pendant 3 jours, il t'aide comme il est scotché au sein. Il passe sa vie au sein. Si au bout de 3 jours, il s'apaise et il retrouve un pseudo-rythme, tout va bien. S'il continue d'être très 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 accro au sein et qu'il y a peu de pipi, peu de caca, on va chez le pédiatre, on s'assure que tout va bien, qu'il n'y a pas une infection urinaire, qu'il n'y a pas... Ça peut être une otite, ça peut être du muguet, il peut y avoir des petites pathologies qui vont amener le bébé à téter davantage. On vérifie le poids. Si le poids n'est pas ok, on redouble de téter. Si ça suffit vraiment pas, bien sûr, on va accompagner le geste de compression mammaire, on alterne, éventuellement on utilisera le tire-lait pour booster la lactation en plus, et ça devrait rentrer dans l'ordre. D'accord. Peut-on reprendre l'allaitement au bout d'1 mois et demi d'arrêt? Oui.
D'accord, Oui. c'est possible. C'est possible, c'est pas toujours évident, ça dépend dans quel contexte on a arrêté, pour quelles raisons. On va reprendre d'abord avec un tire-lait. Là j'ai une maman, coucou Caroline, qui s'en sort parfaitement bien, même s'il y a des hauts et des bas, et clairement ce type de projet ça peut marcher. Ouais. La volonté, Caroline elle a décidé de ne pas allaiter son deuxième, et puis au bout d'un mois elle s'est dit quand même, j'ai vraiment envie d'essayer. Elle a tenté le coup avec un bon tire-lait. Elle n'avait pas un bon tire-lait au départ, elle s'est procuré un bon tire-lait. Elle a stimulé, décidé de mettre sa fille au sein juste pour le plaisir. Et puis la petite a commencé à se régaler avec des tétés. Et là on est dans une transition où on va petit à petit réellement abandonner le lait artificiel pour de la maternelle. C'est-à-dire que le lait est arrivé. On voit des photos, c'est magnifique. On va dire. Des pots entiers de lait, super. Ensuite, une question qui m'est alors moi, je reprends le travail après l'été. Comment commencer à faire mon stock de lait à quel moment je dois commencer à tirer pour commencer le sevrage? Alors là, c'est le sujet d'un live en soi. D'accord. Concrètement, déjà, tu trouves ton compagnon de route. Tu trouves le tire-lait avec lequel tu vas te sentir à l'aise. Et ça peut être tes mains. Moi, j'ai des mamans qui tirent simplement à la main. Il y a des mamans qui préfèrent un tire-lait manuel parce que ça fait pas de bruit. Il y a des mamans qui vont préférer un tire-lait électrique. Ou mon cheveu. Il est C'est un petit coup de mou. Je le berce un peu. Comme tu le sens. Ouais, mon cœur. Ok, mon chéri. Coucou, madame. Ouais. Et donc, hop là. Ouais. On va voir ce que ça donne. Oh là là. Oh là là. D'abord, utiliser un tire-lait et voir si le tire-lait va permettre de... si tu te sens à l'aise et tu vas commencer à constituer un petit peu de stock au congélateur, tu as des petites étiquettes, tu notes la quantité que tu as dans ton petit flacon et la date à laquelle tu collectes ton lait et tu vas essayer de réfléchir à l'organisation de ta journée. Est-ce qu'au travail, tu as la possibilité où tu te sens OK avec la perspective de tirer ton lait? Est-ce que c'est compliqué? Qui est-ce qui va garder ton enfant? Comment est-ce que tu vas le lui donner en fonction de son âge? En fait, il y a beaucoup de questions à se poser. Avec les petites minutes qui nous restent là dans ce live, je pense que c'est un peu ambitieux. Mais déjà, créer des réserves, identifier un mode de garde avec lequel tu te sens à l'aise, voir comment tu te sens à la perspective de tirer ton lait et de gérer des stocks, voir comment lui donner et comment organiser tout ça. Très bien. C'est parti. Comme il reste juste quelques minutes, oui. 3 conseils pour bien démarrer l'allaitement. Un carnet d'adresse, un numéro d'une personne compétente qui va pouvoir répondre à tes questions. Soit un site de référence, soit un bouquin de référence. Je pense à l'art de l'allaitement maternel, je pense au petit manuel très illustré de l'allaitement notamment, ou à l'ouvrage éventuellement de Marie-Thérèse. Oh mon chéri, regarde, tu regardes comme ça. Ouais. Voilà. Je pense aussi à un cours de préparation à l'allaitement pour avoir des repères fiables à l'esprit. Et ça, c'est déjà pas mal. Et garder à l'esprit que ça ne doit pas faire mal. D'accord. Notamment. Voilà. Et enfin, après, je sais pas si c'est possible. Après, tu sais comment limiter les régurgitations? Les régurgitations, c'est un phénomène normal. C'est valable pour les bébés. C'est un phénomène normal. T'as besoin de linge, t'as besoin de papier de lessive pour laver tout ça. On a 7 bébés sur 10 qui régurgitent pas mal, c'est des gros cracheurs, et c'est ok. C'est ok. C'est ça. Là, c'est un petit bonhomme qui régurgite, mais qui ne souffre pas d'un reflux pathologique. Il est où est mon curieux? Oui. Hop là. Ça va? Ça va, oui. Mais et si on se regardait un peu, ça irait mieux? Non, tu es un petit peu contrarié. D'accord, c'est pas grave ça. Ça va aller mon cœur. Oui. Donc, les régurgitations, c'est un phénomène habituel. Ouais, t'as envie de le reprendre, c'est ça? Il veut dormir. Il a mangé il n'y a pas très longtemps, mais du coup, comme tu le sens. Donc, régurgitation, ça va se calmer quand l'enfant va tenir debout. Quand il va marcher, donc vers 1 an. Avant ça, tu es proche. Et puis tu laves tous les pyjamas et tes t-shirts parce que il y en a partout. Okay. Mais c'est pas un souci en soi. Ouais. Et enfin, la dernière question,
je pense, pour clôturer. Question qu'on pas mal se pose, est-ce qu'il y a des aliments propices à la lactation? On a parlé d'amande tout à l'heure. Ouais. C'est un chouette aliment, des aliments riches en fer. Je pense aux lentilles. Les oléagineux en général, ça marche bien, ça peut aider. On considère que le malt d'orge peut aussi aider. Parmi les plantes, le fenugrec est assez connu, avec quand même une précaution. Le fenugrec donne de l'appétit. D'ailleurs, c'est une plante qui est faite pour ça. Et les mamans se retrouvent certes avec plus de lait, mais surtout avec de l'embonpoint. Donc on reste assez prudente avec cette idée. Une plante qui commence à être de plus en plus connue, puisque c'est une plante de la catégorie des super aliments, ça s'appelle le Moringa oleifera. On commence à le trouver dans des boutiques bio, sur des sites internet qui sont spécialisés là-dedans. Clairement, pour avoir plus de lait, c'est mettre le bébé au sein. Oui, ça c'est... mettre le bébé au sein, utiliser un tire-lait pour drainer. Les plantes, c'est des petits coups de pouce, mais ça fait pas tout. Les plantes ou des aliments. Ok, voilà. Bon, on a un petit bonhomme quand même. On va sans doute vous laisser là. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a convenu. Et puis, à très bientôt. Voilà, à la prochaine.